Bon, si je suis très essoufflée dans la vidéo et si je parle lentement, c'est parce que je suis malade depuis fin novembre et que ça ne passe pas. Donc je m'arrête toutes les 3 minutes pour respirer ou pour tousser. Un mélange un peu des deux bizarre. Donc voilà, si la vidéo est bizarre, sachez que c'est pour ça. Yo, alors je vous fais un petit update de mes dernières lectures de l'année 2024, donc c'est l'update lecture de décembre, mi-janvier, fin janvier. J'espère que vous êtes ravis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est très bien passé. Et si vous n'êtes pas fan de fêtes de fin d'année, rassurez-vous, c'est terminé, c'est derrière vous, vous êtes sauvés. Mais voilà, pour bien commencer 2025, quoi de mieux que du retard, j'ai 6 ou 7 livres à vous présenter, on y va maintenant. Alors, on va commencer avec une excellente lecture de cette fin d'année. C'est Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas. Donc, c'est le premier tome du Mechaverse, version young adulte. Vous le savez peut-être pas, mais dans le Mechaverse, il y a 5 livres. Il y a la duologie adulte publiée par Nemos, si je ne me trompe pas. Donc, la duologie Vaisseau d'Arcane. Et vous avez la trilogie maintenant de young adulte publié par Rajo. Vous avez Engrenage et sortilèges comme premier tome, vous avez ensuite Dragon et mécanisme, puis Neige et poussière. Toujours dans l'optique de lire l'intégralité de la bibliographie d'Adrien Thomas avec Mav, donc on a commencé partie là du Mechaverse, sachant qu'on avait déjà lu Vaisseau d'Arcane, et c'était très bien. Moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais une fois que c'était fait, franchement ça s'est lu tout seul, c'était top. Donc on suit l'histoire de Grise et de Cyrus qui sont des enfants à l'université. Donc c'est une université qui mélange cours de magie et cours de mécanique. Comme le titre l'indique, c'est un livre qui va mêler les avancées technologiques et mécaniques et la magie élémentaire pure et dure comme on peut la connaître. Il y a pas mal de rivalités entre les deux secteurs. Les mécaniciens et les magiciens ne s'entendent pas trop. Et un soir, à l'académie, ils vont échapper de justesse à un enlèvement dont ils étaient les cibles et vont devoir coopérer, rester ensemble pendant un moment pour découvrir pourquoi on a voulu les enlever, pour échapper à leurs différents ravisseurs, à leurs différents ennemis. Et donc ils vont devoir coopérer pour comprendre de gros enjeux politiques qui les dépassent complètement, mais c'est pas grave, on est dans un young adulte, donc des enfants peuvent agir, peuvent avoir un impact, c'est ça qui est assez fun. Il n'y a pas grand chose à en dire, je trouve, parce que c'est très simple comme récit, dans le sens où c'est un vrai récit pour ados, ou même simplement pour la jeunesse, c'est-à-dire que les héros sont des enfants, ils vont faire des choses qui les dépassent complètement, ils vont avoir un impact qu'ils n'auraient pas dans la vraie vie, mais c'est pas grave. Ils vont avoir plein d'aventures, ils vont aller dans les bas-fonds de la ville, dans les reds, découvrir tout un réseau presque de mafia en fait, de voleurs, de cambrioleurs, de contrebandiers, voire même parfois d'assassins, c'est plutôt fun. Ils vont baigner dans la corruption et ce genre de choses, c'est vraiment très sympa, et en même temps on sent que l'académie n'est peut-être pas l'endroit le plus sûr pour eux, alors que ils ont toute leur foi en les institutions de la ville, justement parce que leurs parents sont des personnes importantes. Cyrus, le jeune mage, sa mère, c'est une générale, donc c'est vraiment une figure de pouvoir, une figure d'autorité et même de réussite sociale et économique. Grise, son père, c'est le grand mécanicien de l'impératrice, donc même si les mécanos sont un peu moins bien vus que les ésotériciens, très dur à dire ça, et ben il a quand même une figure d'autorité importante comparée au bas-fond des Reds où les gens luttent pour essayer de ne serait-ce qu'avoir à manger dans leur frigo à la fin de la journée. Il y a un énorme écart social entre les bas-fonds dans lesquels les deux enfants vont atterrir et qui sont pas du tout de leur milieu social, et là où ils sont d'habitude. En fait, ils vont se rendre compte qu'ils sont extrêmement privilégiés. Et c'est ça l'important du roman aussi, c'est pas que les complots politiques dans lesquels ils vont être mêlés, c'est toute la question sociale de savoir pourquoi il y a un tel écart entre deux aspects d'une même ville. Et surtout, c'est eux qui vont comprendre donc tous les privilèges auxquels ils ont droit et comment ils vont réagir face à ça. Je trouve que c'est des trucs très sympas à montrer à la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai vraiment bien aimé, je vous avoue, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, juste c'était très bien. Si vous aimez le steampunk, lisez-le, c'est plutôt chouette. Si vous avez aimé par exemple Steam Sailor et vous trouvez que justement il y avait un bon mix entre fantasy steampunk, je trouve qu'il y a le même équilibre là-dedans, c'est très sympa. Vous rajoutez une plume
très très chouette, un auteur franchement cool. Et voilà, vous avez un très bon livre à lire. Ensuite, j'ai enfin terminé le tome 2 de Divine Rivals, Divine Rivalité si vous le lisez en français. Donc Ruthless Vows. Mon dieu, c'était si pénible. Je vais plutôt vous parler du tome 1. Donc en fait, on suit Iris Wino qui travaille pour un journal en tant que reporter. Et Rowan Kitt qui est son rival. Alors c'est pas un enemies to lover, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais je le redis ici, c'est pas un enemies to lover, à la limite ce sont des collègues qui s'entendent pas trop, mais de là à parler d'ennemis, c'est un petit peu gros. Donc ils travaillent au même journal et ils font la guéguerre pour avoir la colonne, donc c'est la partie la plus importante et la plus prestigieuse pour un journaliste. Et en fait ils se rendent compte, surtout Iris en fait, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qui sont cachées. La guerre qui fait rage entre Dekra et Enva, deux divinités réveillées de leur sommeil, est masquée aux civils alors que les gens sont envoyés au front. On fait croire que tout va bien alors que pas du tout. Donc Iris va prendre une grande décision suite à un drame familial. Elle va aller au front en tant que reporter de guerre pour dévoiler la vérité. Bien sûr, on se doute, Rowan le BG va la suivre et s'ensuit une histoire d'amour au front, etc. Le tome 1 était excellent, franchement moi j'adorais, c'était une de mes meilleures lectures de 2023, j'avais même failli pleurer à plusieurs reprises. C'était pour moi vraiment un bon livre, c'était sympa, même si j'avais quelques bémols, notamment une histoire d'amour qui va beaucoup trop vite, et une absence un peu de world building dans le sens où on nous parle de divinité, et franchement tout ce qui gravitait autour des divinités, notamment les enjeux autour de la musique, etc., étaient très peu développés, donc j'avais espoir que ce soit le cas là-dedans. Que nenni. J'ai été très déçue. Alors c'est une bonne lecture, hein. Je vais dire que j'ai été très déçue parce que j'en attendais vraiment beaucoup, mais c'est quand même un bon livre. C'est juste que j'espérais qu'on nous parle des dieux. En fait, j'espérais qu'on nous parle beaucoup plus des divinités, qu'on ait beaucoup plus de world building. Et même si les passages avec Dekra étaient plutôt stylés, Dekra est censé être le grand méchant de l'histoire, même si les passages avec Dekra étaient très stylés, très intéressants à suivre, et que Dekra est un très vilain monsieur, enfin un très vilain dieu, c'est quand même beaucoup de romance. On me dirait c'est une romantésie, c'est normal, mais c'est quand même beaucoup de romance. Et j'ai trouvé que c'était très dur de rentrer dans ce tome 2, j'ai vraiment eu du mal pour vous dire, je me le traînais depuis août. Voilà, de août à décembre, j'ai essayé de le lire, c'était dur. C'était vraiment dur, j'ai jamais eu envie de retourner dedans. À aucun moment je me suis dit, chouette, j'y retourne. Chouette, je rentre chez moi du boulot pour le lire. À aucun moment. 0 fois. Voilà, je suis assez triste. Je suis assez triste parce que ça devait être une duologie que j'adore. En plus, je trouve que les livres sont absolument sublimes. Je suis dégoûtée. Mais encore une fois, le livre est bien. Si vous voulez une romantésie, si vous voulez un truc un peu kiki, mignon, etc., allez-y, hein, c'est chouette. Mais Iris est vraiment chouette aussi. Franchement, Iris est trop cool. Mais ouais, c'est pas un banger, quoi. Enfin, je vous en reparlerai un peu plus. J'ai filmé un vlog romantasy. Disons que lui, mis à côté des Braises de la guerre et de l'autre livre du vlog, bon, bah ouais mais non quoi. Donc pourquoi pas, lisez-le si vous voulez, mais juste faites pas comme moi, n'en attendez pas trop de trucs, sinon vous allez être déçus. Bon après ça, il fallait absolument remonter un peu le niveau. Je suis trop contente parce que je vais vous parler de ma romance préférée de 2024. Ma romance préférée de 2024, ça a été My Dear Fucking Prince de Casey McKinston, je crois, je sais plus, je vous mettrai son nom. Parce que donc je l'ai écouté sur Audible, et alors, quelle erreur de l'écouter sur Audible ce livre. L'audio est très bien, l'audio est excellent, mais je l'écoutais pendant que j'étais au travail. Donc on a tout à fait le droit d'écouter des trucs pendant qu'on est au boulot, c'est pas un souci. Le souci c'est qu'en fait, du coup, je me retrouvais à presque glousser à mon bureau, que dire, à avoir un sourire d'ado excité devant son premier conjoint, voilà, à mon bureau, ce qui est totalement ridicule, me direz-vous, mais c'est vous dire que le livre était excellent. J'ai une collègue qui est passée à mon bureau et qui m'a dit, littéralement, je sais pas ce que t'écoutes, mais t'as l'air d'être une ado excitée. Voilà, c'est pour vous dire le truc. Donc, de quoi ça parle? My Dear Fucking Prince.
c'est l'histoire de Henry et Alex. C'est une romance entre deux jeunes garçons. Henry est le prince d'Angleterre, rien que ça me direz-vous. Et Alex est le fils de la présidente des États-Unis. Ces jeunes garçons ne s'apprécient pas du tout, ils se sont rencontrés une première fois, ça a été une catastrophe, ils se détestent. Mais ils vont finir par devoir se rapprocher parce qu'il y a un scandale politique. Voilà, donc ils vont devoir faire semblant d'être amis pour éviter l'incident diplomatique. Vous vous en doutez bien, ils vont faire semblant d'être potes, finalement ils vont tomber amoureux, il va y avoir une romance, etc. Très classique me direz-vous, mais alors j'ai trouvé que l'histoire était vraiment trop chouette. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été autant prise dans un audio, dans une histoire. C'était incroyable, je remettais des chapitres en boucle, c'est-à-dire que quand le chapitre se finissait sur Audible, j'appuyais sur précédent et il se relançait depuis le début, juste parce que c'était beaucoup trop bien, c'était incroyable, j'ai adoré. C'est du début à la fin, une histoire trop mignonne, un poil caliente parfois, si j'ose dire. Alors c'est censé être un young adulte, je pense. Il est smut free, quoique, je suis pas sûre de ça, hein, je suis pas sûre du tout. Mais ouais, il y a eu des passages, dis donc, on n'est pas loin de l'adulte quand même, hein, dis donc. Donc ouais, je vais pas mettre mon macaron smut free parce que quand même, mais c'était vraiment trop cool. Il avait vraiment ce goût de petit plaisir coupable. Je vous dis, à chaque fois que je remettais les audios en arrière, j'étais genre, ah, t'abuses quand même, faudrait que t'avances dans ta lecture, mais je peux pas, c'était beaucoup trop bien. Notamment, il y a un passage au Nouvel An. Le passage du Nouvel An est absolument génial, donc ils vont passer la fête du Nouvel An ensemble, exprès pour se faire photographier par les paparazzi, par les gens qui sont là aussi, enfin voilà, annoncer qu'ils s'entendent bien au point de faire la fête du Nouvel An ensemble. Et ce passage-là, je pense que je l'ai écouté 3 fois, un truc comme ça, enfin je pense, hein, facilement. Il y a aussi des échanges de mails entre les deux garçons qui sont assez bizarres à suivre en audio. Là, je vous recommande, si vous voulez ralentir la cadence, parce que ils s'échangent beaucoup de mails et les mails sont très drôles parce qu'il y a à chaque fois des objets, donc des titres de mails assez fun, voilà, ils se balancent plein de vannes, plein de pics, c'est très drôle. Si vous enchaînez à l'audio, ça peut faire bizarre à écouter. Voilà, donc peut-être là juste ralentir et comme ça vous pouvez profiter des mails tranquilles parce que les échanges de mails sont quand même très cool. Il y a vraiment des moments très mignons aussi, c'est à la fois un peu chaud et mignon. Et vraiment, c'était une super bonne surprise. C'est la première fois que je lisais une romance comme ça et franchement, c'était beaucoup trop bien. Du coup, je ne fais que lire des trucs comme ça en ce moment. Voilà, j'ai continué avec d'autres trucs du genre et c'était vraiment trop chouette. C'est pas toxique, c'est pas bizarre, même s'il y a des passages qui sont un peu chauds, comme je vous le disais, il y a rien de cringe, c'est bizarre, hein, mais il y a rien de bizarre quand ça se susurre des trucs à l'oreille et que ça se tripote dans des coins et tout, à aucun moment c'est cringe, à aucun moment ça nous met mal à l'aise, c'est juste deux ados, deux jeunes adultes coquinent dans un coin et voilà, c'est pas bizarre du tout. Donc franchement c'était trop bien, j'ai envie d'en lire plein d'autres. J'ai celui-ci d'ailleurs qui m'attend dans ma palle et du coup j'en attends vraiment beaucoup, j'espère que ça va être bien, je pense que oui. Parce que vu comment Casey McKinston écrit, je pense que ça va être chouette. Ah mais il y a quand même un... Ah, sur celui-là, j'ai pas vu, mais il y a quand même un pour public averti. Donc je sais pas si c'est le cas du premier ou pas. Écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, My Dear Fucking Prince, vraiment super. J'ai eu un retour de Natcha qui me disait qu'il avait essayé de lire le livre et que les chapitres très longs étaient un frein à la bonne lecture. Et c'est vrai que les chapitres sont tous très longs. 2 chapitres audio équivalent à 1 chapitre papier. Donc ça peut être un peu gênant à lire en papier, mais franchement l'audio est trop cool. Si vous voulez écoutez-le, il est vraiment trop chouette. Franchement j'ai adoré, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Ce livre, quand j'y pense, j'ai envie de sourire. Quand je repense à des scènes, j'ai envie de sourire, j'ai envie d'en parler tout le temps, j'ai envie que tout le monde le lise, j'ai envie que tout le monde l'aime. Cette romance-là a dégommé tous les Hazelwood que j'ai lus. Tous. C'est de loin la meilleure, de très loin. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, on devait approcher de la période de Noël. Si, j'ai eu une vidéo des mots de l'imaginaire et de Link the Sun qui parlait de romance de Noël. Donc je me suis dit, vas-y, moi aussi je vais lire de la romance de Noël. Alors, la prochaine fois que j'ai une idée pourrie comme ça,
s'il vous plaît, cassez-moi les genoux. D'accord? On se fait une promesse entre nous. La prochaine fois que je vous dis, tiens, c'est Noël bientôt, je me remettrai bien comme en 2024 à lire de la romance de... Non! Non. Alors, pour la science, j'ai lu Comment perdre son mec à Noël, disponible gratuitement sur Audible. Bon, déjà, le titre n'a rien à voir avec le livre. Elle essaie à aucun moment de le perdre. En fait, elle va s'inscrire sur une appli de convoiturage pour pouvoir rentrer chez elle pour les fêtes de Noël. Il s'avère que le super gars qui convoite avec elle n'est autre que son coup d'un soir de la veille. Bon, on est dans une romance de Noël, c'est bon, le cliché est posé. Sauf qu'à aucun moment elle essaye de le perdre, à aucun moment elle essaye de... qu'il se passe rien, enfin... Je comprends pas le titre, mais peu importe, oublions ce titre. Donc, ils vont rouler pendant un temps, il y a des non-dits, lui va lui dire que c'est une vilaine fille de l'avoir ghosté, parce que lui il lui a écrit après. Et elle s'est dit non, c'est un coup d'un soir, donc je lui réponds pas. Elle l'a salement ghosté, il boude, et il va y avoir une tempête de neige bien sûr, et ils vont se retrouver coincés à Christmasland, là où je sais pas quoi, enfin un nom de ville encore, what the fuck est. Suit la suite du livre. Alors, le pire, c'est pas le pire. Hein. Je galère déjà à en parler. C'est pas le pire. Donc, ils vont se rendre compte, enfin, ils vont tomber dans une espèce d'hôtel cringe à souhait tenu par un couple de personnes âgées qui ne pensent qu'au cul, clairement. Ils ne pensent qu'à ça. Donc, une chambre d'hôtel bizarre avec un hot tub, des peignoirs léopards et autres. Au secours, au secours, rendez-moi My Dear Fucking Prince. Puis il y a le rite de passage où ils font une fête avec les petits vieux et on doit passer sous le gui et s'embrasser. Et là, elle panique, elle va se cacher dans les toilettes pour pleurer parce que oh mon dieu, elle se rend compte qu'en fait elle l'aime. Et du coup, la petite vieille lui fait une leçon de morale, enfin une leçon de vie, où elle va lui raconter toute sa vie et lui dire regarde-moi, il faut pas que tu fasses comme moi, t'aurais pu rater ta chance et tout. Je vais pas y arriver à chroniquer des romances de Noël. Mais bref. Du coup, il y a un bisou sous le gui, c'est incroyable, c'est merveilleux. Elle se réenfuit dans la neige parce que oh my god, c'était trop bien. Il la suit dans la neige, ils ont froid ensemble, il lui donne son manteau. Ils vont se retrouver dans la chambre d'hôtel bizarre avec du léopard. Le lit, en plus, c'est un lit à eau, alors ils arrivent pas à le faire dedans parce que ils arrêtent pas de bouger, de tomber et tout. C'est trop marrant. Et à la fin, finalement, voilà, ils sont ensemble. Et en fait, depuis le début, ils sont voisins. Voilà. Suivant. Ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Le pire, ça a été cadeau surprise et Père Noël en slip. Alors, rassurez-vous, ceci n'est pas un achat. Donc ceci était un prêt de la part d'une collègue qui gentiment a entendu que j'avais envie de lire des romances de Noël et elle est très fan de ce genre de truc, donc elle m'a passé celui-ci. Au secours. Alors elle ne savait pas, hein. Elle ne savait pas qu'elle m'avait donné le livre avec tous les tropes que je déteste dedans, donc elle a voulu être sympa, mais je pense que je lui demanderai plus jamais de me prêter un livre. Donc dans ce livre merveilleux, on suit une jeune femme qui est chef d'une caserne de pompiers. Donc oh my god, c'est très difficile d'être une femme chef de tout ce groupe d'hommes qui l'ont un peu acceptée mais pas trop et tout. Du coup elle doit être, voilà, elle doit avoir une poigne de fer, vous voyez. Et à côté de ça, il y a ce jeune garçon qui s'est fait arnaquer par son ex. Du coup il a plein de dettes et tout et il doit rembourser ses dettes. Pour rembourser ses dettes, il va faire le stripteaseur dans des maisons de retraite. Ça pourrait être fun, hein. Franchement ça pourrait être fun, le truc annoncé pourrait être fun, si jamais c'était pas horriblement mal écrit, horriblement cliché, et c'est pas le cliché cool qu'on aime voir des romances de Noël, parce que vous savez quand on allume notre télé pour voir un film de Noël, on veut du cliché, on veut qu'il nous soit servi sur un plateau d'argent, mais là c'est pas le bon cliché, là c'est pas bien. Et on dirait une mauvaise caricature d'un téléfilm de Noël. Et en plus de ça, ils sont tous horriblement cringe. Ils ont des problèmes dans ce livre, tous. Donc lui va faire le stripteaseur dans la maison de retraite. Et les mamies étaient terrifiantes. Vraiment, moi j'ai une mamie comme ça, je m'inquiète. Donc les mamies sont toutes en chaleur, horriblement gênantes. Voilà, c'est... vous voyez votre oncle bourré au repas de Noël, et bien vous imaginez tout un club de mamies comme ça.
Voilà, en pire, parce qu'elle ne parle que de fesses, tout le livre est de fesses gênants, vous voyez, c'est pas oh moi si j'avais 20 ans de moins, le petit genou, je lui croquerais bien la fesse gauche. Non, non, c'est des trucs bien sales, vraiment très très sales. Imaginez Jean-Marie Bigard en mamie cringe. Voilà, vous mélangez Jean-Marie Bigard, grand-mère cringe et oncle bourré de Noël, et vous avez les trois quarts des personnages de ce livre, qui était déjà un problème, vu qu'elles sont beaucoup là. Mais la personnage principale, la chef de la caserne de pompiers là, elle a des soucis aussi. Je sais pas c'est quoi son problème, elle a des soucis. Elle décide, puisqu'elle a du mal à assouvir son autorité dans la caserne, de s'envoyer en l'air avec le premier venu dans un bar. Vous voyez venir des kilomètres. Le premier venu étant le Père Noël stripteaseur là. Donc, bon, il se passe ce qui doit se passer, etc. Et là, attention, je vais salement vous spoiler ce livre, mais je vais seulement le spoiler pour vous empêcher de le lire, pour vous faire une faveur cette fois. Vous avez un timecode si vous voulez skip, mais je vous conseille de rester, comme ça vous savez dans quoi vous engagez. Pas comme moi, vous ne vous faites pas avoir. Donc, s'ensuit une grossesse non désirée. Voilà. Les réactions, je les ai trouvées lunaires. Alors, peu importe ce qu'on pense de ce trope ou quoi, mais lui, du jour au lendemain, se transforme en mec parfait, prêt à être papa. Il a des montagnes de dettes, hein. Il est stripteaseur pour rembourser ses dettes, mais il est prêt à être papa. Il la suit partout. Il est tout le temps avec elle. Et elle est là genre, je sais pas. Et 2 lignes après, c'est, ah ouais, faisons-le. Et là, d'un coup, ils ne se sont vus qu'un soir, hein. C'est le couple parfait, ils s'entendent trop, ils vont élever un enfant ensemble, ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont au taquet et ils sont prêts. Il y a 0 instant de doute sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette grossesse qui nous tombe dessus alors qu'on ne l'a pas prévu. Il n'y a aucun enjeu en fait. C'est salut, je suis enceinte par erreur, c'est avec toi, on fait quoi? On l'élève ensemble? Ouais, ça va être merveilleux! En fait, moi, quand je voulais une romance de Noël, je voulais un truc un peu à l'effet boule de neige, vous voyez, ou ce genre de truc. Ou même en soi, le premier livre de Noël, là, Comment perdre son mec à Noël, c'est cliché et tout. C'était pas incroyable, mais c'était pas nul non plus. Et c'est comme ça que j'imagine la romance de Noël. Genre, c'est une petite lecture qui va très vite. On sait que c'est pas incroyable, mais on passe quand même un bon moment. Là, je me suis forcée à le finir parce que ma collègue me l'avait prêté. C'était pénible. J'ai jamais lu un truc pareil. Et je sais que, je suis désolée, je sais qu'il faut pas être cruel envers les livres et tout, mais rappelez-vous que je parle d'un ressenti, je parle pas d'un livre, c'était mon ressenti personnel. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas divertissant, c'est pas drôle. Ouais, non. Du coup, la romance de Noël, c'est clairement pas pour moi, je pense. Je pense qu'il faut pas que je lise de la romance de Noël parce que je sais pas combien il y en a des comme ça. Mais de toute façon, quand je vois la vidéo des mots d'imaginaire, je me dis qu'il faut pas que je lise de la romance de Noël. Parce qu'on a le même avis, donc ça sert à rien. Et j'ai quand même fini l'année sur un très bon livre, parce qu'ensuite, j'ai lu le premier tome de Tiziri. Je l'ai acheté parce qu'on me l'a vendu comme un Avatar-like. Et franchement, ça avait l'air chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé les 2 films. Je me sentais un peu arnaque avec le 2, mais c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. J'adore, je vous avais dit, les livres où la nature joue un rôle très important. Pourquoi pas même où la nature a de la magie qui lui appartient, une conscience propre, etc. Franchement, ces trucs-là, ça me botte vraiment bien. En plus, il y a souvent un message écologique derrière et tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, je lis Tiziri et franchement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'était vraiment, vraiment bien. Alors, c'est un mélange de fantasy et de science-fiction, j'ai l'impression. En fait, on va suivre des humains sur une planète et ils cohabitent avec des créatures appelées les écomères qui sont comme des aliens. Ils sont très baraqués, ils ont un peu d'écailles sur leur corps, ils ont des griffes, ils ont des yeux avec une pupille en fente, etc. Mais ils ont quand même un aspect très humanoïde, ne serait-ce que dans leur physique et dans leur façon de faire et d'être. 2 bras, 2 jambes, c'est juste qu'ils sont plus grands, plus costauds dans leur physionomie, plus musclés, etc. Et qu'ils sont en communion totale avec la nature et notamment la jungle. La jungle qui est très hostile aux humains.
et dans laquelle il ne faut pas aller trop loin. Du moins, il ne faut toujours être sur ses gardes parce que au-delà des écomères, il y a aussi des animaux sauvages. Et du coup, c'est quand même assez dangereux de s'aventurer dans cette jungle. Donc, les humains vivent protégés sous un dôme et certains chasseurs vont sortir du dôme pour aller justement chercher de quoi nourrir la colonie d'humains, quoi. Donc on nous annonce une rivalité entre les humains et les écomères et je vous avoue que j'ai vu très vite venir le coup. Ça n'arrive pas souvent, mais là j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer, c'est-à-dire que Tiziri, notre personnage principal, qui est détestée de sa communauté parce qu'elle est albinos, elle est différente des autres, donc elle subit beaucoup de racisme, beaucoup de rejet, va se faire capturer par les ennemis, les écomères. Bon, ça c'était assez prévisible, quand on est chasseur et qu'on se balade en forêt, des fois on se fait prendre et c'est pas de chance. Donc elle va se faire capturer et elle va se retrouver donc à devoir survivre parmi les écomères qui sont ses pires ennemis et vraiment je trouvais que c'était très très bien fait, que même si c'était prévisible et même s'il y avait un poil de cliché dedans, ça se lit très très bien. La part de science-fiction dans le livre ne prend pas trop de place. Encore une fois, c'est un joli équilibre. Dans le tome 1 surtout, on nous parle principalement de la nature et de la vie dans la nature et des conséquences des actions humaines ou écomères sur cette nature. On nous parle des pouvoirs qui relient les humains et la nature ou les écomères et la nature. C'est très très intéressant à voir. Il y a une invitation à la remise en question de nos préjugés de vie sur les étrangers, les personnes qui sont différentes de nous, sur les animaux aussi, sur notre manière de consommer, notre manière de vivre, notre manière d'appréhender cette nature et de vivre en son sein, parce que c'est nous, techniquement, qui vivons dans la nature, et non pas la nature qui vit autour de nous. Et ça, c'est très 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 bien fait, très intéressant dans le livre. Et forcément, il y a un petit peu de retournement de situation, un peu de baston, c'est très sympa. Je trouve que le livre est parfaitement coté et parfaitement bien marketé. Voilà, c'est-à-dire que les influenceurs et influenceuses qui en parlent le vendent comme un avatar-like. C'est le cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de vibes Avatar, avec ces humains qui vont se retrouver parmi des aliens humanoïdes qui leur ressemblent un peu beaucoup, donc les grands avatars bleus, etc. Pareil avec les écomères. On nous vend une nature luxuriante mais extrêmement dangereuse, c'est tout à fait le cas. On nous vend des créatures cachées, animales, qui peuvent être soit nos amis, soit nos ennemis. C'est bien fait aussi. Franchement, le livre est nickel. N'hésitez pas à aller regarder peut-être la première page pour voir un peu si le début de l'histoire vous plaît. Moi je l'ai écouté sur Audible et franchement c'était vraiment bien. Je vous spoil un peu le prochain bilan lecture, mais je suis en train actuellement d'écouter le tome 2 et franchement le tome 2 est encore meilleur. J'ai mis 3 ou 4 étoiles je crois au tome 1. 3 étoiles pour moi c'est une bonne lecture, c'est une lecture sympa. 4 étoiles c'est vraiment bien, 5 c'est vraiment top. Mais 3 étoiles pour moi c'est déjà une bonne lecture. J'ai mis 3 ou 4, mais là le 2 est vraiment au-dessus. C'est hyper fluide, ça s'écoute tout seul. De vendredi 8h30 à vendredi 16h10 que ma journée se finisse, et même sur le temps du trajet de retour, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait qu'écouter le livre. C'était beaucoup trop bien. J'en suis à un peu plus de la moitié. Je vais le finir lundi, c'est sûr. Là je filme, il est dimanche. Je vais le finir lundi. Je suis sûre que le livre va être trop bien, parce qu'il est déjà à 50% un peu plus. Excellent. Donc voilà, c'est tout pour le bilan des derniers livres que j'ai lus en 2024. J'ai eu beaucoup de mal à lire sur la fin d'année, j'ai eu très peu de temps libre et finalement j'étais pas mal fatiguée avec l'organisation des fêtes, etc. Donc je suis quand même contente d'avoir réussi à lire tout ça. Heureusement que les livres audio existent, ils m'ont sauvé la vie. Il y a eu du bon, du moins bon, c'était globalement une très bonne fin d'année. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures sur la fin de l'année 2024, qu'elle s'est bien clôturée en matière de lecture. Si vous n'avez pas lu, j'espère que vous avez bien profité quand même des fêtes, de votre temps libre. J'espère que vous avez profité des moments qui étaient à vous, parce que c'est important aussi. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. J'espère que les titres auront pu vous intéresser. Et puis je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous.